Mon mari a demandé le divorce, exigeant tout, absolument tout, sauf notre fils. Tout le monde m'a traité de folle parce que je ne me battais pas. Je me suis contenté de sourire, et j'ai signé. Il n'avait aucune idée de ce qui était enfoui, à la page 47, jusqu'à ce que son propre avocat ne le voie. Tu peux garder le gosse. Je ne suis pas intéressé par les batailles pour la garde. Je veux que vous restiez sur cette phrase, comme j'ai dû le faire. Pas notre fils. Pas même Tyler. Juste le gosse. Comme si je lui avais demandé de partager un garde-meuble, et qu'il me laissait la boîte d'objets dont il ne voulait plus. Je m'appelle Diana Saunders. J'étais comptable avant d'être la femme de qui que ce soit, et je veux que ce fait soit consigné au dossier D. Le début, car cela compte plus que tout ce que je m'apprête à vous dire. Il y a 3 semaines, j'ai renoncé par écrit à une maison de 6 chambres, à 2 voitures, et à une société immobilière valant, sur le papier, environ 3,5 millions de dollars pour quiconque ne regarderait pas de trop près. Mon avocate, une femme nommée Margaret Collins, qui a passé 19 ans à faire taire les hommes les plus sur 2 de Houston dans les salles d'audience, m'a supplié de me battre pour la moitié. Je lui ai répondu, d'accord. Juste, d'accord. Donnez-lui ce qu'il veut. Elle a cru que j'avais perdu la tête. Ma propre mère a pensé la même chose. Je les ai laissés le croire, car la version de moi qu'ils avaient besoin de voir. Ce matin-là, c'était une femme qui avait abandonné. Pas une femme qui avait passé 3 ans à construire un piège si silencieux, que son propre mari y est entré les yeux grands ouverts, et le sourire aux lèvres. Laissez-moi revenir en arrière. Il y a 8 ans, Vincent Saunders et moi avons conclu un accord, bien que nous ne l'ayons jamais formulé ainsi à haute voix. Il gérait l'argent, je m'occupais de la maison. Il a transformé Saunders Premier Realty, qui n'était au départ qu'un bureau de 2 personnes, en une entreprise qui lui permettait d'être invité à donner des petits discours lors des dîners du Rotary Club. De mon côté, je tenais notre foyer avec la même précision que j'appliquais autrefois pour rapprocher les grands livres chez Whitmore & Associates, où j'avais travaillé pendant 6 ans avant la naissance de Tyler. J'étais doué pour mon travail. Je veux dire, vraiment doué. Le genre de doué où les associés vous demandent de vérifier leurs propres calculs. J'ai arrêté parce que Vincent m'a dit. Doucement, la semaine où Tyler est rentré de l'hôpital, il a besoin de ça. Mère à la maison, pas d'une garderie, ni d'une nounou pour l'élever. Cela ressemblait à de l'amour. Je sais maintenant que c'était plus proche d'une décision commerciale, un seul flux de revenus au lieu de 2, et une employée à plein temps pour gérer sa maison gratuitement. Pendant les 2 premières années, il était présent. Distrait, mais présent. Puis, vers le 3e anniversaire de Tyler, quelque chose en lui s'est éteint. Il a commencé à traiter la paternité comme s'il s'agissait d'une annonce immobilière en suspens, quelque chose à revoir plus tard, quand il aurait plus de temps. Je me souviens d'une nuit précise, car c'est le genre de nuit qui modifie quelque chose de façon permanente dans le cœur d'une mère. Tyler avait 5 ans. Il avait demandé à Vincent, ce matin-là, de lui lire le livre sur les dinosaures. À l'heure du coucher, le grand avec les pages dépliantes, et Vincent avait répondu, absolument, mon pote. Je serai à la maison à 19h. Tyler s'est assis près de la fenêtre de devant dès 18h45, en pyjama, son livre de dinosaures sur les genoux, regardant les phares entrer dans notre allée, puis ne pas s'arrêter. Vincent est rentré à 23h14. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'étais encore éveillé, assise dans la cuisine sombre, et j'ai vérifié l'horloge du micro-ondes dès que j'ai entendu la porte du garage. Il sentait un parfum qui n'était pas le mien. Quelque chose de floral et de chair. Rien à voir avec le spray à la vanille de supermarché que je gardais près du miroir de notre salle de bain. Il ne s'est pas excusé. Il n'a même pas mentionné Tyler. Il a simplement dit qu'il avait eu une journée
difficile avec un client, et il est allé se coucher directement. Je me suis dit que ce n'était rien. Un homme stressé, des nuits tardives. L'immobilier est un secteur exigeant, tout le monde le dit. Je me racontais une version de cette phrase depuis déjà 2 ans à l'époque, et je devenais doué. Pour cela. Plus doué, honnêtement, que je n'étais prête à l'admettre face à moi-même en plein jour. Il y a 3 ans, je suis allé chercher mon passeport dans le classeur du bureau de Vincent à la maison. Nous avions un voyage à Cabo de prévu qui, comme la plupart de nos projets à l'époque, s'est discrètement effondré. Et j'ai ouvert le mauvais tiroir. Des avis bancaires. Une pile entière, tenue par un élastique, comme s'il avait eu l'intention de s'en occuper un jour, avant de simplement laisser tomber. 90 jours de retard de paiement. 340 000 $ dus. Mon estomac n'a pas seulement chuté. Il est devenu froid et dur, comme lorsqu'un chiffre sur un tableur ne correspond pas, et que vous savez déjà, avant même d'avoir remonté la piste, que quelqu'un vous a menti avec les chiffres. J'ai continué à chercher. Il y avait une autre lettre derrière, provenant d'un autre prêteur, faisant référence à un deuxième prêt. Puis un troisième avis. Celui-ci portait la mention « mise en demeure finale » en lettres rouges, pour un prêt à la construction concernant une propriété que je connaissais bien. L'immeuble de bureau phare dont Vincent s'était vanté lors d'un dîner 8 mois plus tôt, affirmant à tout le monde qu'il était payé, qu'il s'agissait d'un actif, du joyau de sa couronne. Il n'était pas payé. C'était un gouffre financier. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli déchirer la première enveloppe en ressortant la lettre pour la relire une seconde fois, juste pour être sûr de ne pas avoir mal compris. Ce n'était pas le cas. 6 ans d'expérience professionnelle à lire exactement ce genre de document me disait précisément ce que j'avais sous les yeux. Une entreprise qui se noyait, mais déguisée en costume bleu marine avec une Rolex en or au poignet. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, en faisant attention à bien les poser à plat, en veillant à ce que les numéros de compte soient lisibles, et en prenant soin de remettre chaque feuille exactement dans l'ordre, et dans le tiroir où je les avais trouvés. Je me souviens être resté là, après coup, pendant 1 minute entière, à simplement respirer, avant de retourner dans la cuisine pour préparer le dîner. Comme si rien de spécial ne s'était produit. Ce fut la nuit où j'ai cessé d'être une épouse qui faisait confiance à son mari pour les chiffres pour redevenir, à nouveau, une comptable. Je ne l'ai simplement dit à personne, lui y compris. 2 mois après la découverte du tiroir, j'ai trouvé la deuxième chose, et celle-ci ne m'a pas seulement fait peur. Elle m'a rendu malade, physiquement, d'une manière que la dette n'avait pas provoquée. J'aidais l'assistante de Vincent, Renée, à trier une boîte de vieux dossiers destinés à être déchiquetés. Il me faisait confiance pour des choses comme ça. Les débris administratifs ennuyeux de son entreprise, parce qu'il avait cessé de croire que je comprenais quoi que ce soit. Dans cette boîte se trouvait une demande de prêt, une ligne de crédit sur l'équité de notre maison pour un montant de 180 000 $. Ma signature y figurait. J'ai signé mon nom plus de fois que je ne peux le compter. Des documents d'hypothèque, des formulaires scolaires, mes anciens dossiers de vérification. Je sais exactement à quoi ressemble ma signature. Le petit accroc spécifique là où le « D » se connecte au « I », la petite boucle plate à la fin. Du « A » de Diana. Ce n'était pas ça. C'était proche. Assez proche pour tromper. Un employé de banque jetant un coup d'œil à une pile de documents un mardi. Pas assez proche pour tromper la femme dont on volait le nom. J'en ai trouvé une. Deuxième 1 heure plus tard, enfouie dans la même boîte. Même signature. Falsifié. Prêteur différent. Un autre montant de 92 000 $. Je me suis assise par terre dans ce bureau avec 2 documents de prêt falsifiés sur les genoux, et j'ai fait la seule chose qui semblait logique pour la partie de mon cerveau qui, autrefois, traquait la fraude chez les autres pour gagner sa vie. Rien.
Pas immédiatement. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas appelé d'avocat. La falsification est un crime. Je le savais grâce à mes 6 années de formation. Sur la conformité. Signaler cela ce jour-là, sans autre contexte, sans une vision globale, aurait fait exploser un château de cartes dont je ne comprenais pas encore toute la structure. J'avais besoin de voir l'ensemble de l'édifice avant de retirer la moindre carte, alors j'ai fait ce que je sais faire de mieux. J'ai attendu. J'ai observé. J'ai gardé la bouche fermée, et les yeux ouverts pendant 3 ans. Tandis que mon mari continuait à sourire lors des dîners du Rotary Club en parlant d'un empire qui, à ce moment-là, ne valait plus rien, le parfum continuait de se manifester. Flacon différent, même histoire. Pendant 3 années supplémentaires, Vincent rentrait de plus en plus tard. Un défilé d'excuses qui devenait de plus en plus paresseuse au fil du temps. Comme s'il avait cessé de croire que je prêtais suffisamment attention pour qu'il prenne la peine de construire de bons mensonges. Son nom à elle, je l'ai finalement appris, était Brittany Voss, 27 ans. Je l'ai découvert de façon banale. Pas de découverte dramatique, juste un nom qui a commencé à apparaître sur le calendrier de Vincent, partagé avec notre compte iCloud familial par pure habitude, bien plus souvent qu'un client ordinaire ne le devrait. Je l'ai vu une fois, lors de la fête de fin d'année de son bureau, portant un sac Birkin dont n'importe qui ayant travaillé dans la vente, ne serait-ce qu'un pouvait dire, d'un seul coup d'œil, qu'il s'agissait d'un faux. La mère de Vincent, Éléanore, l'a adopté instantanément, d'une manière qu'elle n'avait jamais eue avec moi en 8 ans de mariage. Elle a passé son bras autour d'elle. Lors de cette même fête, l'a qualifiée de « tout simplement charmante » et m'a envoyé, moi, sa propre belle-fille depuis près d'une décennie, dans la cuisine. Pour aider avec les amuse-gueules. Je me tenais dans cette cuisine avec un plateau de champignons farcis, regardant par l'embrasure de la porte ma belle-mère présenter une jeune femme de 27 ans à ses amis, avec plus de chaleur qu'elle ne m'en avait jamais témoigné, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très calme. Et très immobile. Pas triste, exactement. Clarifiant. Je me suis dit, pour la 100e fois, que ce n'était pas encore mon rôle de tout faire exploser. J'avais besoin que le montant total des dettes soit définitif. J'avais besoin de comprendre exactement ce que l'entreprise de Vincent devait. Réellement, pas seulement ce que j'avais entrevu dans un tiroir 3 ans plus tôt. Chaque mois d'attente me semblait être à la fois de la lâcheté et de la stratégie, et je n'ai jamais vraiment su, même après coup, ce que c'était. Réellement. Peut-être les deux. Il y a 6 mois, Vincent m'a fait asseoir au comptoir de notre cuisine, ce même comptoir où j'avais trouvé les avis bancaires. Dans un tiroir à 2 mètres de là. Il avait la posture particulière d'un homme concluant une affaire, les épaules en arrière, les mains jointes. Il utilisait la voix qu'il réservait aux clients qu'il s'apprêtait à décevoir. « Je veux le divorce », a-t-il dit. « Je veux la maison, les voitures, l'entreprise, tout. » Je me suis senti étrangement calme en posant la question suivante, de la même façon qu'on se sent calme juste avant une procédure qu'on a mentalement répétée 100 fois. « Et Tyler ? Tu peux garder le gosse » a-t-il répondu. « Les batailles pour la garde ne m'intéressent pas. Le gosse. » J'ai rejoué cette phrase plus de fois que je ne peux le compter au cours des mois qui ont suivi. Je l'ai retournée comme une pierre. Cherchant une version qui ferait moins mal. Il n'y en a pas. 8 ans de mariage, et notre fils était devenu, en une seule phrase, une ligne budgétaire que Vincent refusait de prendre. Son avocat, un homme aux costumes impeccables nommé Grant Petrowski, m'a appelé 2 jours plus tard. Un appel de courtoisie, selon lui, bien qu'il n'y ait eu absolument rien de courtois là-dedans. « Diana, je veux vous faire économiser de l'argent », a-t-il dit. « Vous n'avez vraiment pas besoin d'engager votre propre avocat pour cela.
C'est une répartition simple. Et franchement, a-t-il ajouté, avec le genre de condescendance qui semble d'autant plus insupportable qu'elle est formulée avec désinvolture, vous n'étiez qu'une aide comptable à temps partiel. Ce n'est pas compliqué. Je n'avais pas été une aide comptable à temps partiel. J'avais été une comptable agréée avec 6 ans d'expérience dans un cabinet respecté de Houston, et Vincent le savait. Il avait apparemment décidé, à un moment donné au cours des 8 dernières années, d'effacer ce fait de l'histoire qu'il racontait sur moi, même à son propre avocat. Eleanor a appelé cette même semaine, officiellement pour prendre des nouvelles de Tyler, bien que la conversation n'en soit pas restée là longtemps. Tu devrais être reconnaissante, Diana, a-t-elle déclaré, sur le ton qu'elle réserve aux personnes qu'elle considère comme des désagréments mineurs. Tu as eu une vie magnifique grâce à mon fils. Ne sois pas avide en partant. Je n'ai rien répondu à aucun des deux. Je me suis contenté de sourire, ce sourire spécifique et détaché que je m'entraînais à faire devant les miroirs depuis 3 ans, sans vraiment m'avouer que c'était ce que je faisais. Et j'ai appelé Margaret Collins. Maître Margaret Collins possède un bureau d'anglo au 14e étage d'un immeuble sur Post Oak Boulevard, fort de 19 ans d'expérience en droit de la famille. Elle avait une solide réputation, je l'avais entendu dire par 2 amis différents avant même de l'appeler. Elle était l'avocate que les maris riches de Houston espéraient précisément que leurs femmes n'engageraient jamais. J'ai tout exposé lors de notre premier rendez-vous. Le montant total des dettes que j'avais fini par reconstituer grâce à 3 années de documentation discrète et minutieuse. Les signatures falsifiées sur 2 prêts. La liaison avec Brittany Voss, documentée par des entrées de calendrier, et finalement par une poignée de reçus pour des chambres d'hôtel qu'aucune de nos cartes de crédit communes n'avait de raison légitime d'avoir payé 4,7 millions de dollars de passif total, cachés derrière une maison de 6 chambres, 2 voitures européennes, et une entreprise dont l'immeuble phare était à 2 échéances de la saisie immobilière. Margaret a écouté l'intégralité du récit sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes légal d'une écriture dont je pouvais dire, même à l'envers, qu'elle était mieux organisée que les documents dactylographiés de la plupart des gens. Vous pourriez vous battre pour la moitié de la communauté, a-t-elle dit. Finalement. Rien qu'avec les signatures falsifiées, nous pourrions l'attaquer très durement. Fraude, exposition criminelle potentielle, un accord bien plus. L'argent votre faveur. La moitié de quoi, au juste, ai-je répondu. La moitié des dettes? À ce moment-là, Margaret a eu un vrai sourire. Le premier vrai sourire que je voyais chez elle. Petit et tranchant. Maintenant, vous réfléchissez comme la comptable que vous étiez, au lieu de la femme qu'il a prétendu que vous étiez auprès de tout le monde. Elle m'a expliqué les choses lentement, comme on expliquerait quelque chose à quelqu'un que l'on soupçonne de déjà comprendre, mais qui a besoin de l'entendre à haute voix pour y croire. En vertu de la loi du Texas sur la communauté de biens, il existe un principe bien établi, celui qui assume un actif dans un règlement de divorce peut également, si l'accord est rédigé de manière à le préciser, assumer la pleine responsabilité personnelle des dettes directement attachées à cet actif. Ce n'est pas exotique. Ce n'est pas une faille juridique au sens louche du terme. C'est simplement une rédaction précise et délibérée, le genre de choses que la plupart des gens ne lisent jamais d'assez près pour le remarquer, car elle est enfouie dans le langage spécifique de la prise en charge des dettes. Il demande tout, ai-je dit lentement, sentant la forme de l'idée se dessiner dans ma poitrine, pour la première fois, comme autre chose que de la peur. La maison, les voitures, l'entreprise. Alors nous lui donnons tout, a dit Margaret, exactement ce qu'il demande. Mot pour mot. Nous avons passé les 4 semaines suivantes à rédiger un accord de règlement de 52 pages. La page 47 contenait un seul paragraphe dense
rédigé dans le langage juridique le plus plat, et le plus banal, que Margaret ait pu construire. Délibérément banal, m'a-t-elle dit, afin qu'il se lise comme n'importe quelle autre clause de la page, et n'attire pas l'attention. Il stipulait, en substance, que la partie recevant un actif matrimonial assumait également l'entière responsabilité personnelle de toutes les dettes, privilèges et hypothèques attachées à cet actif, avec effet dès la signature. Il ne le lira pas, ai-je dit, presque pour moi-même. Alors il ne le verra pas venir, a répondu Margaret. Je veux être honnête sur les 6 semaines précédentes. L'audience, car elles n'ont pas été calmes, et elles n'ont pas été le compta rebours triomphal qu'une histoire comme celle-ci pourrait laisser croire avec le recul. Une pause rapide. Si vous voulez plus d'histoires de ce genre en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Grande Petrowski a appelé Margaret 2 fois, essayant d'obtenir son accord pour une audience accélérée. Nous avons appris plus tard que Vincent était pressé, parce qu'un des prêteurs avait programmé une vente aux enchères pour la saisie de l'immeuble Farcis. Semaine après la date de notre audience. Il croyait apparemment que le fait de finaliser le divorce d'abord, alors que l'entreprise était encore techniquement la sienne sur le papier pour quelques semaines, le protégerait d'une manière ou d'une autre des conséquences. C'était, comme l'a souligné Margaret avec ironie, précisément le genre de décision arrogante sur le calendrier qui rendait notre page 47 possible. 3. Semaine avant l'audience, ma propre détermination a failli flancher. Tyler a passé une semaine difficile à l'école. Son enseignante, Madame Alvarez, a appelé pour dire qu'il avait pleuré à la récréation quand un autre enfant lui avait demandé pourquoi son père ne venait plus jamais le chercher. Et j'ai passé toute cette nuit-là éveillé, me demandant si j'étais sur le point de remettre une entreprise brisée et noyée sous les dettes à un homme qui s'en sortirait peut-être malgré tout, tandis que je repartirais avec rien d'autre qu'une vieille camionnette et une maison libre d'hypothèque dont Margaret m'assurait, encore et encore, qu'elle valait en réalité moins qu'il n'y paraissait une fois déduit les frais d'entretien et les taxes foncières par rapport à mon revenu post-divorce. J'ai appelé Margaret à 23 heures, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Et si ça ne marche pas, ai-je dit. Et si son avocat s'en aperçoit? Et si j'ai passé 3 ans à construire un piège qui ne capture rien? Dans ce cas, nous nous battrons pour la moitié d'une entreprise qui coulait, sur laquelle il a falsifié votre signature, a dit Margaret, toujours aussi calme. Diana, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Même si la page 47 échoue, vous avez toujours les preuves de la falsification. Vous avez toujours une piste documentaire de 3 ans. Vous n'entrez pas dans cette salle d'audience sans rien. Vous y entrez avec des options. La plupart des gens qui traversent cela n'en ont aucune. Cela m'a rassuré plus que je ne l'espérais. J'ai raccroché, vérifié que Tyler dormait bien au bout du couloir, et j'ai enfin dormi. 2 semaines avant l'audience, un autre événement s'est produit qui a failli tout faire dérailler. J'ai reçu un appel d'une femme nommée Patricia Nunet, une détective privée agréée que Margaret avait discrètement engagée des mois plus tôt pour documenter formellement la liaison, au cas où Vincent essaierait de contester quoi que ce soit plus tard. Le rapport de Patricia comprenait des photographies horodatées de Vincent et Brittany dans un hôtel de Westmeer, datant de 11 mois plus tôt. Des preuves assez solides, selon Margaret, pour éliminer toute plainte que Vincent pourrait faire plus tard en prétendant que le divorce était injuste, ou que je l'avais piégé de mauvaise foi. L'expérience de Patricia à 14 ans en tant que détective agréée, ancienne membre du bureau du shérif du comté de Harris donnait à la documentation le genre de poids institutionnel qui compterait si cette affaire dépassait un jour le tribunal de la famille. Le rapport est arrivé 3 jours avant l'audience. Je l'ai lu debout dans ma cuisine, cette même cuisine où il m'avait dit un jour que je pouvais garder le gosse, et j'ai ressenti pour la première fois en 3 ans quelque chose proche du soulagement. Non pas que j'appréciais la confirmation de sa trahison,
mais parce que la dernière pièce incertaine était enfin en place. Le matin de l'audience, Vincent est arrivé au palais de justice du comté de Harris rayonnant dans son plus beau costume bleu marine, sa Rolex en or captant la lumière fluorescente du couloir. Comme s'il avait chorégraphié le reflet lui-même. Brittany était assise au premier rang de la galerie dans une robe rouge, son téléphone discrètement incliné sur ses genoux, filmant pour ce que j'ai appris plus tard être ses 23 000 abonnés. Eleanor était assise à côté d'elle, en Chanel, affichant un air suffisant qui, autrefois, m'aurait fait me sentir petite, mais qui maintenant me faisait presque de la peine pour elle, pour ce qu'elle ignorait encore de la suite. La juge Marion Whitfield, présidant la séance, a posé la question procédurale standard avant de finaliser tout accord de cette taille, l'une ou l'autre des parties souhaitait-elle demander un examen financier indépendant de l'accord avant de signer? Vincent a carrément ri, à haute voix, dans un tribunal de la famille du Texas, devant une juge qui avait clairement entendu toutes les formes d'excès de confiance en 19 ans de carrière. C'est moi qui ai bâti cette entreprise, a-t-il dit. Je n'ai pas besoin qu'un comptable me dise ce que je sais déjà. J'ai observé le visage de Margaret, qui est restée parfaitement et professionnellement neutre. J'ai gardé le mien de la même façon. Vincent a renoncé à son droit d'examen. Il a signé la page 49. Il a signé la page 52. Il a fait glisser le document complet de 52 pages sur la table vers Grant Petroski et moi avec le sourire plat et satisfait d'un homme qui croit venir de gagner quelque chose. C'est fait, a-t-il annoncé, assez fort pour que la galerie l'entende, jetant un coup d'œil vers Brittany comme s'il voulait qu'elle le voie aussi. Grant Petroski, à son crédit, continuait de feuilleter les pages. Par rigueur ou peut-être par simple habitude, et j'ai vu ses yeux s'arrêter sur quelque chose au milieu de la pile. Sa main s'est tendue vers la manche de Vincent. « Attends, quoi ?» a dit Vincent, déjà à moitié en train de rire. « C'est fini. Elle a signé. J'ai signé. » Page 47, a dit Grant, et sa voix avait complètement changé. Plate, prudente, la voix d'un homme réalisant, en temps réel, à quel point il avait échoué dans sa seule mission. Le sourire de Vincent ne s'est pas effacé, il s'est plutôt figé, comme la photographie d'un sourire plutôt que la chose elle-même. Il a repris brusquement le document et l'a lu lui-même, ses lèvres bougeant légèrement sur les mots, comme le font les gens lorsqu'ils lisent quelque chose qu'ils ont désespérément besoin de voir comme étant faux. La partie recevant. Les actifs matrimoniaux assument par la présente la pleine responsabilité personnelle pour toutes les dettes, privilèges et hypothèques attachés aux dits actifs. Son visage a perdu ses couleurs si complètement, et si visiblement, que la juge Whitfield a marqué une pause avant de continuer, le regardant comme on regarderait quelqu'un réaliser, au milieu d'une phrase, que le sol sous ses pieds n'existait plus. Ça dit que je suis responsable des dettes, a-t-il dit, doucement d'abord, puis plus fort. De toutes? Des 4,7 millions, a dit Margaret, calme comme une eau stagnante. À compter de votre signature il y a 30 secondes. La voix de Brittany a retenti depuis la galerie, assez aiguë pour porter dans toute la salle, 4 millions? Quoi? Vincent a bondi de sa chaise si vite qu'elle a crissé sur le sol et a failli basculer. C'est de la fraude. Elle m'a piégé. La juge Whitfield a retiré ses lunettes lentement et l'a regardé avec la patience lasse de quelqu'un qui a vu cette exacte scène se jouer, sous une forme ou une autre, plus de fois qu'elle ne voudrait probablement l'admettre. Monsieur Saunders, l'avocate de votre femme a divulgué l'intégralité de l'accord par écrit, et vous avez personnellement renoncé à votre droit à un examen financier indépendant. C'est consigné au procès-verbal, il y a moins de 5 minutes. Ce tribunal ne peut pas vous protéger de votre propre excès de confiance. Vincent s'est tourné vers moi. Tout le calme que le costume bleu marine est là. Rolex avait maintenu s'est complètement effondré. Tu savais, a-t-il dit.
Sa voix tremblante à présent, toute l'assurance envolée. Tu savais depuis le début. J'ai pensé au tiroir, à la signature falsifiée avec le mauvais accroc. Dans le D. 3 années de patience silencieuse et épuisante. Tyler à la fenêtre avec un livre de dinosaures, attendant des phares qui ne s'arrêtaient pas. Je ne t'ai pas piégé, Vincent, ai-je dit. Je t'ai juste donné exactement ce que tu demandais. Voici ce qui s'est passé ensuite, dans le langage précis et sans éclat des conséquences, car la vraie justice s'annonce rarement en musique. Dans les 72 heures, le prêteur détenant le titre de l'immeuble de bureau phare a procédé à la vente aux enchères pour saisie qui avait déjà été programmée. Désormais contre une propriété dont Vincent seul était responsable, en totalité. Par sa propre signature. 2 autres créanciers, une fois qu'ils ont appris par les dépôts au tribunal que les dettes avaient été consolidées sous la seule responsabilité personnelle de Vincent, ont accéléré leurs propres actions de recouvrement. Le mois suivant, Saunders Premier Realty a déposé le bilan sous le chapitre 7. Un fait qui a fait l'objet d'un court entrefilet dans la section immobilière du Houston Business Journal, que Margaret m'a transmis sans commentaire. Bien que je puisse pratiquement ressentir sa satisfaction à travers l'email. Et cette partie, je ne l'ai apprise que parce que l'inspecteur Aaron Mbeki de l'unité des crimes financiers du comté de Harris, 14 ans de service, a contacté directement le bureau de Margaret. Les documents de prêt falsifiés que j'avais photographiés 3 ans plus tôt sont devenus la base d'une enquête officielle pour fraude une fois que Margaret, sur mes instructions, les a finalement signalés. À un moment délibérément choisi. Pour tomber après que le règlement ait été finalisé et soit devenu inattaquable. L'inspecteur Mbeki m'a interrogé 2 fois, croisant mes photographies originales de 2023, avec les eurodatages intacts, avec les dossiers de prêt originaux obtenus par assignation auprès des 2 prêteurs. Les métadonnées à elles seules corroborent votre chronologie d'une manière qui tiendrait devant n'importe quel jury, m'a-t-il dit lors de notre 2e entretien, une phrase qui a compté plus pour moi que je ne l'aurais cru. 3 ans après m'être assise pour la première fois sur le sol de ce bureau, les mains tremblantes, Vincent a finalement été inculpé de 2 chefs d'accusation de falsification d'un instrument financier. Il a accepté un accord de plaidoyer plutôt que de faire face à un procès, une mise à l'épreuve, la restitution aux 2 prêteurs, et une mention permanente sur sa licence d'agent immobilier qui a effectivement mis fin à tout avenir dans l'industrie sur laquelle il avait bâti toute son identité. Brittany, selon 2 connaissances communes qui se sont senties obligées de me tenir au courant sans que je le demande, est parti en moins d'1 mois une fois que le dépôt de bilan est devenu public. Eleanor a cessé de m'appeler totalement. Je ne lui ai pas parlé depuis l'audience, et j'ai fait une sorte de paix avec le silence particulier que cela laisse derrière soi. On me demande parfois ce avec quoi je suis réellement reparti, puisque j'avais laissé à Vincent la maison, les voitures et l'entreprise, tout ce qu'il avait demandé, selon ses propres mots, au comptoir de notre cuisine 6 mois avant cette audience. J'ai gardé mon fils. J'ai gardé mon nom, non falsifié, enfin en sécurité sur chaque document qui compte. J'ai gardé un condo modeste que j'ai acheté avec le petit règlement. Espèce que Margaret a négocié séparément, en dehors du piège des actifs et des passifs, spécifiquement réservé pour la transition de Tyler et la mienne. Et c'est la partie qui m'a le plus surprise, j'ai retrouvé mon ancienne profession. Whitmore et Associates, le cabinet que j'avais quitté 9 ans plus tôt, m'a reprise à temps partiel dans les 2 mois suivant la publication du règlement. Dans certains cercles de Houston. Une fois qu'il est devenu clair autour d'eux. Quel chiffre j'avais discrètement fait des cercles pendant 3 ans. Je suis à nouveau comptable. La boucle est bouclée, au sens le plus simple du terme. Tyler a 6 ans maintenant. Il lit le livre des dinosaures tout seul ces jours-ci, à haute voix, à la table de la cuisine de notre condo, déchiffrant les mots les plus longs avec le genre de concentration qui me serre le cœur, mais de la bonne manière cette fois. Il ne pose pas beaucoup de questions sur son père.
Quand il le fait, je lui dis la vérité, adaptée à un enfant de 6 ans, que son papa a fait de très grosses erreurs et qu'aucune d'entre elles n'était de la faute de Tyler, pas même un petit peu. J'ai croisé Grant Petrosky une fois, lors d'une conférence juridique, où Margaret m'avait emmené comme invité, de toutes les occasions possibles. Il s'est montré poli, professionnel, prudemment neutre. De la manière dont les avocats deviennent lorsqu'ils ont été du côté des perdants dans une affaire. Qu'ils ne parviennent toujours pas tout à fait à s'expliquer. Il n'a pas évoqué l'affaire. Moi non plus. Margaret et moi prenons toujours un café tous les quelques mois. La dernière fois, elle a levé sa tasse et a dit, à moitié en plaisantant, à la page 47. J'ai levé la mienne en retour. À la lecture de l'intégralité du document avant de le signer, ai-je dit. Elle a ri. Le même rire tranchant et satisfait que dans son bureau le jour où je lui ai dit pour la première fois que je voulais donner à Vincent tout ce qu'il voulait. Il voulait la maison, les voitures, l'entreprise, tout. Je lui ai donné exactement cela. Il n'a simplement jamais pensé à demander ce qui venait avec.